Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont dit de grandir et d'arrêter d'être un fardeau, puis m'ont abandonné à un relais routier dans le désert. Je ne leur ai plus jamais parlé jusqu'à ce que l'invitation au mariage de ma sœur arrive 17 ans plus tard. Mes parents m'ont abandonné à un relais routier au milieu de nulle part quand j'avais 14 ans. Ils m'ont dit que j'étais un fardeau et sont partis. J'ai dormi dans un fossé de drainage cette nuit-là. 17 ans plus tard, je viens de recevoir une invitation au mariage de ma sœur avec un mot de mes parents, comme si de rien n'était. Voici ce qui s'est passé. Je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans maintenant. L'enveloppe est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours avant que je ne l'ouvre. Du papier cher, couleur crème. Le nom de ma sœur, Camille, imprimé dans une écriture élégante sur l'adresse de l'expéditeur. Je savais ce que c'était avant même de la toucher. 17 ans depuis la dernière fois que j'ai vu mes parents, Robert et Hélène Martin. 17 ans depuis qu'ils se sont éloignés de ce relais routier près de Millau, sur la 75, me laissant debout à côté de toilettes sales avec rien d'autre qu'un sac à dos et 23 € en poche. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous donner une image complète de la toxicité de ma famille depuis le début. En grandissant à Reims, nous ressemblions à la famille parfaite de l'extérieur. Grande maison dans une résidence sécurisée, 2 parents qui réussissaient, 2 enfants. Mon père, Robert, dirigeait un cabinet d'architecture spécialisé dans les bâtiments médicaux et les bureaux d'entreprise. Ma mère, Hélène, était associée dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de la Champagne, spécialisé dans le contentieux des sociétés. Ils gagnaient bien leur vie, conduisaient de belles voitures, appartenaient au club de golf. Sur le papier, nous avions tout. Derrière les portes closes, c'était une toute autre histoire. J'ai toujours été l'enfant à problème. Camille avait 2 ans de plus que moi, des 20 depuis la maternelle, capitaine de l'équipe de volley-ball, déléguée des élèves, championne de l'équipe de débat. En gros, la fille qui ne causait jamais de problème. Elle était organisée, concentrée, naturellement douée pour tout ce qui était scolaire. Les professeurs l'adoraient. Les amis de mes parents commentaient toujours à quel point elle était impressionnante, à quel point elle irait loin. Et puis il y avait moi. J'ai eu des difficultés à l'école dès le premier jour, non pas parce que j'étais stupide. Mes résultats au test montraient que j'étais en fait assez intelligent, mais parce que j'avais un TDAH non diagnostiqué que personne n'a pris la peine d'examiner. Je ne pouvais pas rester assis pendant les cours. Je commençais mes devoirs et oubliais ce que je faisais à mi-parcours. Je perdais des feuilles entre mon sac à dos et mon bureau. Des choses simples qui venaient facilement à tout le monde me semblaient être l'ascension d'une montagne. Mon père disait que j'étais paresseux. Ma mère disait que je devais juste m'appliquer. Quand j'étais en CE2 et que j'ai ramené mon 1er août 2020, ma mère m'a assis et m'a fait ce discours sur à quel point elle était déçue. Camille ne ramène jamais de notes comme ça. Elle a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi. Je savais juste que peu importe mes efforts, je n'arrivais pas à suivre. Au collège, la comparaison avec Camille était constante. Elle rentrait à la maison avec des excellentes notes et des récompenses, et mes parents fêtaient ça avec son dîner préféré et des louanges. Je rentrais avec des 12 et des 10, ce qui, honnêtement, me demandait 2 fois plus d'efforts que les 18 de Camille. Et j'avais droit à des leçons sur le fait que je n'étais pas à la hauteur de mon potentiel. Ta sœur réussit tout ce qu'elle entreprend, disait mon père lors de ces discussions. Elle suit des cours avancés. Elle a 3 activités extrascolaires, et elle a toujours des notes parfaites. Tu suis des cours normaux et tu arrives à peine à passer. C'est embarrassant. Ce mot, embarrassant, revenait souvent. J'étais une honte pour eux, une tache sur leur portrait de famille parfaite. Quand je demandais de l'aide pour mes devoirs, mon père soupirait comme si je lui avais demandé de déplacer une montagne. Il jetait un coup d'œil à mon devoir, disait quelque chose comme « C'est la base, Antoine. Débrouille-toi ». Et il retournait à ses plans d'architecte. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde te tienne la main toute ta vie. Camille s'est débrouillée toute seule. Tu peux le faire aussi. Ma mère était pire à certains égards. Elle commençait à m'aider puis s'énervait quand je ne comprenais pas ses explications. Je t'ai expliqué ça 3 fois maintenant. Est-ce que tu écoutes au moins? Camille a compris ce concept immédiatement quand elle avait ton âge. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile. J'ai essayé, mec. Vraiment. Mais plus j'essayais, plus les choses empiraient. À 14 ans, j'obtenais des 10 et des 8 malgré des heures de devoir chaque soir.
J'oubliais de rendre des devoirs même quand je les avais terminés. Je perdais la notion du temps et j'arrivais en retard en classe. La déception de mes parents pesait sur notre maison comme de la fumée, épaisse et étouffante. Le pire, c'était la façon dont ils parlaient de moi aux autres, comme si je n'étais même pas là. Lors des réunions de famille, ils se vantaient de Camille à quiconque voulait bien les écouter. Elle vient d'être acceptée à ce prestigieux programme d'été à Polytechnique. Nous sommes si fiers. Puis quelqu'un posait une question sur moi, et mes parents prenaient cet air pincé. Antoine trouve son chemin. Il a eu quelques difficultés à l'école, mais nous y travaillons. Traduction, notre fils est une déception et nous ne savons pas quoi faire de lui. Camille n'était pas méchante à ce sujet, du moins pas directement. Mais elle était tellement habituée à être l'enfant prodige qu'elle ne remarquait même pas à quel point nous étions traités différemment. Elle se plaignait d'avoir un 17/20 comme si c'était la fin du monde, et mes parents la réconfortaient et l'aidaient à élaborer une stratégie pour faire mieux. Je fêtais l'obtention d'un 13 à un contrôle pour lequel j'avais étudié toute la semaine, et ils me demandaient pourquoi ce n'était pas un 18. Des normes différentes, des mondes différents, la même famille. L'été avant mon entrée en seconde, les choses ont atteint un point de rupture. Ma mère a obtenu cette énorme promotion à son cabinet d'avocat. Devenue associée, grosse affaire, dîner de célébration chic dans le restaurant le plus cher de la ville. Le cabinet d'architecture de mon père a remporté un contrat prestigieux pour concevoir un immense complexe médical en centre-ville, un projet de plusieurs millions d'euros qui prendrait 3 ans. Camille a été acceptée dans ce programme d'été très compétitif à Polytechnique pour les lycéens. Seuls 30 jeunes de tout le pays y ont été admis. Toute la famille gagnait. Tout le monde réussissait, progressait, réalisait ses rêves. Et moi, j'ai raté mon algèbre. J'ai dû le repasser en cours d'été pendant que tout le monde célébrait ses victoires. Le bulletin scolaire est arrivé mi-juin. Je savais qu'il était mauvais avant de l'ouvrir, mais voir ce avril 2020 en noir et blanc m'a noué l'estomac. J'avais travaillé si dur dans ce cours. J'étais resté après l'école pour de l'aide, j'avais passé des heures à essayer de comprendre les polynômes et les équations du second degré. Rien ne rentrait. Mon cerveau ne pouvait tout simplement pas traiter les concepts abstraits comme il le fallait. J'ai attendu le dîner pour leur dire. Je me suis dit que s'ils étaient tous ensemble, le choc serait peut-être adouci. J'avais tort. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant, a demandé ma mère, sa voix aussi tranchante que du verre. Elle venait de rentrer du travail, toujours dans son tailleur coûteux, sa plaque de nouvel associé probablement encore chaude d'avoir été montée sur la porte de son nouveau bureau. Les professeurs de Camille à Polytechnique posent des questions sur notre famille. Ils veulent en savoir plus sur son parcours, sa vie familiale. Qu'est-ce que je suis censé dire? Que notre plus jeune n'arrive même pas à passer les maths au lycée? Il n'essaie même pas, a ajouté mon père, sans me regarder. Il coupait son steak avec plus de force que nécessaire. Il a abandonné. Je le vois tous les jours. Il rentre de l'école et il abandonne. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit doucement. J'ai étudié tous les soirs. Je suis allé au soutien scolaire. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas parce que tu ne t'appliques pas, a-t-elle lâché. Camille a 2 fois plus de cours que toi. Elle participe à des activités extrascolaires, fait du bénévolat et maintient une moyenne de 19/20. Tu as la moitié de sa charge de cours et tu n'arrives même pas à passer les maths de base. C'est un choix, Antoine. Tu choisis d'échouer. Ça a fait plus mal que tout. L'idée que j'échouais délibérément, que je le voulais, que j'aimais les décevoir. Je voulais crier que j'essayais plus fort que Camille n'avait jamais eu à le faire, que ce qui lui venait naturellement me demandait chaque once d'effort que j'avais. Mais je savais qu'il ne me croirait pas. Mon père a posé sa fourchette. Ta mère et moi avons discuté. Cette situation ne peut pas continuer. Tu vas entrer au lycée à l'automne. Les notes de lycée comptent pour les études supérieures. Nous n'allons pas te laisser gâcher ton avenir parce que tu ne prends pas la peine de faire le travail. Je fais le travail. Clairement pas assez, a-t-il interrompu. Camille reçoit déjà des lettres de recrutement d'université. Et toi? Tu reçois des lettres sur les horaires des cours d'été. C'est pathétique. Camille est restée assise en silence pendant tout ce temps, poussant la nourriture dans son assiette. Elle avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit pour me défendre. Elle ne le faisait jamais. Elle avait appris très tôt que rester en dehors de ça était le plus sûr.
Le reste de cet été a été un cauchemar. Pendant que Camille se préparait pour Polytechnique, achetant de nouveaux vêtements et des cahiers spéciaux et s'enthousiasmant à l'idée de rencontrer des étudiants brillants de tout le pays, j'étais assis dans une salle de classe chaude 5 jours par semaine avec d'autres enfants qui avaient raté leur cours. Le professeur était gentil mais surchargé de travail, enseignant 3 matières différentes à des enfants qui ne voulaient pas être là. J'ai réussi avec un septembre 2020. Ça m'a demandé chaque once d'effort que j'avais, mais j'ai réussi. Mes parents ne m'ont pas félicité. Ils ne l'ont même pas reconnu. La même semaine où j'ai terminé les cours d'été, Camille est revenue de Polytechnique avec des histoires de robots autonomes qu'elle avait construits, de professeurs qui avaient loué son travail, d'étudiants de l'IX et de HEC qui avaient échangé leurs coordonnées avec elle pour de futurs projets. Ce soir-là, au dîner, mon père lui a posé des questions détaillées sur son programme, le cursus, les autres étudiants, les installations. Ma mère a parlé de l'effet que cela aurait sur ses dossiers pour les grandes écoles. Il planifiait déjà son avenir, les écoles de la Ivy League auxquelles elle postulerait, les stages d'été qu'elle devrait viser l'année suivante. Personne n'a posé de questions sur les cours d'été. Personne n'a mentionné le septembre 2020 pour lequel je m'étais si durement battu. C'est là que j'ai vraiment compris. Je ne faisais pas partie de la vision familiale. J'en étais un obstacle. Le 19 août. C'est la date que je n'oublierai jamais. Nous revenions de chez ma grand-mère à Lyon. Elle vivait dans une résidence pour retraités à Écully, et nous faisions le voyage 2 fois par an. Cette fois, ça avait été particulièrement gênant parce que ma grand-mère n'arrêtait pas de me poser des questions sur l'école et mes parents esquivaient avec des réponses vagues sur le fait que je travaillais à m'améliorer. Camille était assise à l'avant pendant la majeure partie du trajet retour, parlant de son programme d'été à Polytechnique, un truc de robotique où elle avait construit un véhicule autonome qui avait remporté leur compétition. Elle avait reçu un certificat signé par le directeur du programme et une lettre de recommandation pour ses dossiers d'inscription. Mes parents planifiaient déjà comment tirer parti de cette réussite. J'étais à l'arrière, regardant par la fenêtre, épuisé par 2 heures à écouter à quel point ma sœur était accomplie. Le paysage est passé de l'étalement urbain de Lyon au plateau du Larzac. Vide, marron, sans fin. La chaleur miroitait sur le bitume même si le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Quelque part après Millau, en direction de Clermont-Ferrand sur la 75, mon père a soudainement dit qu'il devait s'arrêter. « J'ai besoin d'un café et de me dégourdir les jambes », a-t-il annoncé. On va s'arrêter à ce relais routier qui arrive. C'était un de ces endroits immenses juste à la sortie de l'autoroute. Des pompes à essence sur plusieurs rangées. Une cafétéria courte paille rattachée au bâtiment principal, une supérette, des douches pour les camionneurs, même une petite chapelle pour les chauffeurs long courrier. Des semi-remorques alignées sur le parking arrière comme des éléphants endormis. Le désert s'étendait dans toutes les directions, marron et hostile sous le soleil de fin d'après-midi. Mon père s'est garé à une pompe mais n'a pas commencé à faire le plein. Il a juste coupé le moteur et est resté assis un moment. Ma mère était inhabituellement silencieuse, regardant droit devant elle. Camille envoyait un texto à quelqu'un, probablement son petit ami, ne prêtant pas attention à la tension étrange dans la voiture. Tout le monde dehors, a dit mon père. On fait une pause. Ma mère est allée directement aux toilettes. Camille est restée près de la voiture, appuyée contre la portière passager avec son téléphone. J'ai erré vers le bâtiment principal, pensant que je pourrais peut-être prendre un encas ou utiliser les toilettes moi-même. C'est alors que mon père m'a rappelé. « Antoine, viens ici. » Sa voix avait cette qualité plate qu'elle prenait quand il était sur le point de dire quelque chose qu'il avait déjà décidé. Je suis retourné à la voiture, confus. Il se tenait près du coffre ouvert. Mon sac à dos, celui que j'avais apporté pour le voyage avec juste mes vêtements, un livre, quelques encas, était posé sur le bord du coffre. « Ta mère et moi avons discuté », a-t-il commencé. Son visage était complètement vide, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. « Tu as 14 ans maintenant. Tu es assez grand pour comprendre les conséquences. Assez grand pour commencer à prendre tes responsabilités. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Nous sommes fatigués, Antoine. Il a dit mon nom comme s'il avait un mauvais goût dans la bouche. Nous sommes fatigués du drame. Des mauvaises notes, du besoin constant d'attention. Nous avons tout essayé. Les tuteurs, les groupes d'études, les aménagements à l'école, les incitations, les punitions. Rien ne fonctionne parce que tu ne veux pas que ça fonctionne. Ce n'est pas vrai.
Ne m'interromps pas, sa voix était froide, comme celle qu'il devait utiliser avec les entrepreneurs qui avaient raté ses projets. Tu dois grandir et arrêter d'être un tel fardeau pour cette famille. Nous avons l'avenir de Camille sur lequel nous concentrer. Elle a un vrai potentiel, de vraies opportunités, et nous ne pouvons pas continuer à gaspiller notre temps et notre énergie sur quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même. Ma mère est apparue derrière lui alors. J'étais tellement concentré sur mon père que je ne l'avais pas remarqué revenir des toilettes. Son visage était dur, son maquillage parfait, ses cheveux toujours coiffés même après des heures en voiture. Elle m'a regardé comme on regarderait une tache sur un meuble cher, avec un léger dégoût et de l'agacement. Nous t'avons donné toutes les chances, a-t-elle dit. Des tuteurs privés qui nous ont coûté des centaines d'euros. Un consultant en éducation privée qui a conçu un plan d'études spécifiquement pour toi. Des aménagements à l'école dont Camille n'a jamais eu besoin, mais tu as refusé de faire le moindre effort. Tu as refusé de fournir ne serait-ce que l'effort de base. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ma voix s'est brisée. Mes mains tremblaient. Une partie de moi savait ce qui allait arriver, mais mon cerveau refusait de l'accepter. Tu es assez grand pour te débrouiller seul, a dit mon père. Il a pris mon sac à dos et me l'a tendu comme s'il rendait un outil emprunté. Il y a un peu d'argent dans la poche avant. Je te suggère de l'utiliser à bon escient. Fais de meilleurs choix que ceux que tu as fait jusqu'à présent. Je n'ai pas pris le sac à dos, je suis juste resté là, figé, à le regarder. Ça ne pouvait pas être réel. Ça devait être une sorte de tactique pour me faire peur, une leçon qu'il m'enseignait. Les parents n'abandonnent pas leurs enfants dans des relais routiers au milieu de nulle part. Papa, qu'est-ce que vous faites? C'est ton électrochoc, a interrompu ma mère, sa voix sèche et professionnelle. Peut-être que lorsque tu réaliseras à quel point tu étais bien, tu apprécieras ce que tu as gâché. Peut-être que tu grandiras enfin et que tu prendras la responsabilité de tes propres échecs au lieu de t'attendre à ce que nous réparions tout pour toi. Je ne gâche rien, ai-je dit, ma voix s'élevant. J'essaie. J'essaie si fort. Non, tu n'essaies pas, a dit mon père fermement. Il a posé le sac à dos par terre entre nous. Si tu essayais, tu réussirais. Camille essaie. Et regarde ses accomplissements. Toi, tu trouves des excuses et tu t'attends à ce qu'on continue de te porter. On a fini de te porter. Ils se sont retournés et sont repartis vers la voiture. Juste comme ça. Sans hésitation, sans regret. Ma mère est montée côté passager et a immédiatement baissé le miroir du pare-soleil, vérifiant son maquillage comme si c'était tout à fait normal. Comme si elle ne venait pas de dire à son fils de 14 ans qu'elle l'abandonnait dans le désert. Je suis resté là, figé, certain que c'était une blague cruelle. D'une seconde à l'autre, ils allaient se retourner. Ils allaient rire. Ce rire dur et moqueur que mon père utilisait quand il pensait que quelqu'un était ridicule, et me dire de remonter dans la voiture. Il dirait qu'il m'enseignait une leçon sur le fait de ne pas prendre les choses pour acquises. Le moteur a démarré. Le visage de Camille est apparu à la lunette arrière. Elle m'a regardé, et pendant une seconde, nos yeux se sont croisés. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. Elle avait l'air effrayée. Elle a articulé quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Peut-être je suis désolé. Peut-être je ne sais pas. Mais elle n'a pas bougé, n'a pas ouvert la porte, n'a pas crié à nos parents d'arrêter. Elle s'est juste retournée lentement et a regardé droit devant elle. La voiture a reculé de la place de parking. Mon père a tourné le volant, l'a mise en marche avant et s'est dirigé vers la sortie. Je suis resté là à les regarder s'éloigner, mon sac à dos toujours par terre à mes pieds, le soleil de fin d'après-midi me tapant sur la tête. Un semi-remorque s'est garé à la pompe à côté de là où nous étions, les freins à air sifflant, et j'ai tressailli comme si j'avais été giflé. Ils étaient vraiment partis. Je suis resté sur ce parking pendant 20 minutes, peut-être plus. Le soleil se couchait, peignant le ciel du désert de teintes violentes d'orange et de violet. D'autres voitures allaient et venaient. Les gens me regardaient, un adolescent seul avec un sac à dos, sans parents en vue, mais personne n'a rien dit. Peut-être pensait-il que j'attendais quelqu'un. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas s'en mêler. J'étais à 130 km de chez moi au milieu de nulle part. Le relais routier était comme une île dans un océan de désert vide. Je n'avais pas de téléphone. Mes parents me l'avaient pris 2 semaines plus tôt comme punition pour avoir raté une interrogation. Aucun moyen d'appeler qui que ce soit. Aucun plan pour la suite.
Finalement, mes jambes ont recommencé à fonctionner. J'ai ramassé le sac à dos et j'ai marché vers le bâtiment principal. Mon esprit était vide, je bougeais en pilote automatique. Je suis allé au bâtiment principal et j'ai trouvé une cabine téléphonique près des toilettes. Le genre ancien avec des cordons en métal et ce résidu collant sur le combiné. La première pièce que j'ai insérée n'a pas fonctionné. La deuxième m'a donné une tonalité. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à appuyer sur les boutons. J'ai appelé chez nous, j'ai laissé sonner, sonner et sonner. Personne n'a répondu. J'ai réessayé. Rien. Je suis resté là 1 minute, la tonalité bourdonnant à mon oreille, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Je n'avais aucun autre numéro mémorisé. Tous mes contacts étaient dans mon téléphone. Ma grand-mère n'avait pas de portable, juste un téléphone fixe à la résidence pour retraités. Et je ne connaissais pas ce numéro par cœur. J'ai essayé notre maison 3 fois de plus au cours de l'heure suivante. Chaque fois, même résultat, ça sonnait dans le vide. Il devait être rentré à 7 heures. Il devait l'être, mais il ne répondait pas. Peut-être qu'ils avaient débranché le téléphone. Peut-être qu'ils étaient assis là à l'écouter sonner, attendant de voir combien de temps je continuerais à essayer. Vers 22 heures, le relais routier s'était en grande partie vidé. Quelques semi-remorques étaient garés sur le parking arrière avec leurs veilleuses allumées. Les chauffeurs dormaient probablement dans leur cabine. La cafétéria fermait. Le type qui travaillait à la caisse de la supérette me lançait des regards suspicieux à travers la fenêtre. Un agent de sécurité, un type plus âgé, peut-être 60 ans, avec un ventre qui dépassait de sa ceinture, s'est approché de moi alors que j'étais assis sur un banc devant l'entrée principale. « Tu attends quelqu'un, gamin ?» ?»« Ouais, ai-je menti. » « Mes parents. Ils sont allés chercher quelque chose et m'ont dit d'attendre ici. » Il a regardé le parking presque vide. « Ils sont partis quand ? » ? « Il y a un moment. » « Ils seront bientôt de retour. » Il n'avait pas l'air convaincu. « Eh bien, je ne peux pas te laisser rester à l'intérieur toute la nuit une fois qu'on ferme. C'est le règlement. S'ils ne sont pas de retour dans la prochaine heure, tu devras trouver un autre endroit pour attendre. »« D'accord, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Il est parti et j'ai réalisé que je n'allais bientôt avoir nulle part où aller. J'ai fait le tour du périmètre du relais routier, cherchant un endroit où je pourrais dormir qui ne serait pas immédiatement visible. J'ai trouvé un fossé de drainage derrière le parking des camions, un canal en béton d'environ 1,20 m de large et 1 m de profondeur où le ruissellement du parking s'écoulait pendant la pluie. Il était sec maintenant, juste du béton taché d'huile et de la poussière du désert. J'y suis descendu et je me suis assis le dos contre la paroi inclinée. Il faisait plus frais ici au moins. Le béton gardait la fraîcheur de la nuit, et les murs bloquaient une partie du vent qui s'était levé à mesure que la température baissait. Je me suis recroquevillé dans le fossé avec mon sac à dos comme oreiller. Le sol était dur et sentait le diesel et quelque chose de chimique que je ne pouvais pas identifier. J'entendais le trafic de l'autoroute à 75, un rugissement constant et faible qui ne s'arrêtait jamais vraiment. Parfois, un semi-remorque entrait sur le parking, les freins à air sifflant, le moteur grondant, et je me tendais, inquiet que quelqu'un me voie. Je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas. J'étais terrifié que quelqu'un me trouve et appelle la police, terrifié que personne ne me trouve et que je reste coincé ici pour toujours. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux me brûlent. Puis je suis resté là, à regarder les étoiles, essayant de comprendre ce que j'avais fait de si terrible pour mériter ça. La nuit dans le désert était froide d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Mon sweatshirt n'était pas assez chaud. Je me suis enroulé en boule serrée, les bras enroulés autour de moi, frissonnant. Chaque bruit me faisait sursauter. Des animaux qui couraient, le vent qui faisait claquer les déchets, le claquement occasionnel d'une portière de voiture. À un moment donné, l'épuisement a dû l'emporter car je suis tombé dans un demi-sommeil. Pas tout à fait inconscient, mais pas complètement éveillé non plus. J'ai rêvé que j'étais dans la voiture. Camille se retournant pour me regarder, mais son visage changeait constamment. Parfois effrayé, parfois vide, parfois accusateur comme si c'était de ma faute. Quand le soleil s'est levé, la lumière s'est glissée dans le fossé et a réchauffé le béton. J'avais l'impression d'avoir été écrasé. J'avais mal partout. Le dos à cause du sol dur, la tête à cause des pleurs et de la déshydratation, la poitrine à cause du poids de ce qui s'était passé. Je suis sorti du fossé et je suis allé aux toilettes dans le bâtiment principal.
Je me suis lavé le visage avec du savon pour les mains qui sentaient les produits chimiques industriels. Dans le miroir, j'avais une sale tête. Les yeux rouges, de la saleté sur le visage, les cheveux en bataille. Une femme sortant des toilettes des dames m'a jeté un regard inquiet mais n'a rien dit. J'ai compté l'argent dans mon sac à dos. 23 € en espèces. C'était tout. Ma fortune nette. J'ai acheté une barre de céréales et une bouteille d'eau aux distributeurs automatiques, ce qui m'a laissé 19 €. Je me suis assis sur le trottoir près des pompes à essence, mangeant lentement, essayant de faire durer la nourriture, essayant de comprendre la suite. C'est là que j'ai rencontré Martine. Elle est sortie d'un camping-car garé au bord du parking. Un grand camping-car avec des plaques d'immatriculation de Haute-Savoie. Le genre que les couples de retraités conduisent à travers le pays. Elle devait avoir environ 50 ans, avec des yeux bienveillants et des cheveux gris attachés en queue de cheval, vêtue d'un jean et d'une chemise en flanelle. Elle ressemblait à la grand-mère de quelqu'un. Elle m'a vu assis sur le trottoir, ayant probablement une mine affreuse, et s'est approchée avec une tasse de café à la main. « Ça va, mon grand ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Ouais, ça va. » Elle s'est assise sur le trottoir à côté de moi, ses genoux craquant en le faisant. « Je t'ai vu ici hier soir. Je t'ai vu ce matin. Toujours dans les mêmes vêtements. Tes parents sont dans le coin. » Quelque chose dans la façon dont elle a demandé, ni suspicieuse ni accusatrice, juste sincèrement inquiète, a brisé le peu de résolution qu'il me restait. Les mots sont sortis dans un flot désordonné et désespéré. Je lui ai tout raconté sur les notes qui chutaient, la déception constante, l'abandon au relais routier, la nuit dans le fossé, mes parents qui ne répondaient pas au téléphone. Martine a écouté sans m'interrompre. Son expression s'est assombrie à chaque phrase que je prononçais. Quand j'ai finalement manqué de mots, elle est restée silencieuse un moment, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la colère, mais pas contre moi. « Où habites-tu, mon grand ?»« À Reims, ai-je dit. »« Mais je ne peux pas rentrer à la maison. Ils ne veulent pas de moi là-bas. »« Comment s'appellent tes parents ?» Je lui ai dit. « Robert et Hélène Martin. » Je lui ai donné notre numéro de téléphone fixe. Celui que j'avais appelé et qui n'arrêtait pas de sonner sans réponse. La mâchoire de Martine s'est crispée. Ces gens ne sont pas des parents. Ce sont des criminels. Ce qu'ils ont fait s'appelle un abandon d'enfant. Et c'est illégal. Très illégal. Je ne veux pas leur attirer d'ennui, ai-je dit, ce qui était stupide compte tenu de ce qu'ils m'avaient fait. Chérie, ils ont déjà des ennuis. Ils ne le savent juste pas encore. Elle s'est levée, ses genoux craquant à nouveau. Allez, on va à la gendarmerie. J'ai donné aux gendarmes les informations de mes parents, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils ont appelé chez moi. Ma mère a répondu. J'étais assis sur une chaise en plastique à la brigade pendant que le gendarme lui parlait au téléphone dans une autre pièce. Quand il est revenu, son visage était sombre. Votre mère dit que vous vous êtes enfui du relais routier après une dispute. Elle dit qu'ils vous ont cherché pendant 1 heure avant de devoir partir pour une réunion d'affaires importante. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, ma voix tremblante. Ils m'ont laissé là exprès. Mon père m'a donné mon sac à dos et a dit que je devais grandir. Ils sont juste partis en voiture. Le gendarme avait l'air mal à l'aise. C'est votre parole contre la leur et ils disent qu'ils veulent que vous rentriez à la maison. Ils sont très inquiets. Je ne retournerai pas, vous êtes mineur. Vous n'avez pas le choix. C'est alors que Martine est intervenue. Je suis agréé comme famille d'accueil en Haute-Savoie. Je peux prendre la garde temporaire pendant que cette affaire est réglée par les voies appropriées. Le gendarme a semblé soulagé d'avoir une option qui n'impliquait pas un conflit familial immédiat. Nous devrons contacter l'aide sociale à l'enfance et commencer la paperasse. Ce qui a suivi, ce sont 3 semaines de bureaucratie. L'ASE a ouvert une enquête. Mes parents ont été interrogés à plusieurs reprises. Ils s'en sont tenus à leur histoire. Je m'étais enfui. Ils m'avaient cherché. Ils étaient dévastés par ma disparition. Camille a été interrogée aussi. Elle leur a dit qu'elle m'avait vu debout près de la voiture quand ils sont partis, mais mes parents l'ont coaché pour qu'elle dise qu'elle dormait et n'avait rien vu. L'enquête n'a mené nulle part. Aucune preuve dans un sens ou dans l'autre, juste ma parole contre la leur. Mais voilà. Martine n'a pas abandonné. Elle a demandé un placement d'urgence en famille d'accueil,
arguant que me renvoyer chez des gens qui avaient admis dans leur version avoir laissé un jeune de 14 ans dans un relais routier était dangereux. Le juge a accepté un placement temporaire le temps que les choses se règlent. Mes parents ne se sont pas battus. Ils se sont présentés à une audience, sont restés impassibles pendant que leur avocat soutenait qu'ils avaient été mal compris, puis ne sont jamais revenus. Ils ont signé des papiers renonçant à la garde sans se battre. Juste comme ça, j'étais parti et ils étaient libres de se concentrer sur le succès de Camille sans le fardeau de leur fils raté. J'ai déménagé en Haute-Savoie avec Martine. Elle vivait dans une petite ville appelée Annecy, et tenait une maison d'accueil agréée pour les enfants qui avaient besoin d'un endroit sûr. J'étais son seul placement à l'époque. Elle m'a inscrit au lycée local, m'a fait tester pour le TDAH. Surprise, je l'avais, ainsi qu'un trouble du traitement de l'information, et elle m'a mis sous traitement et aménagement qui ont vraiment aidé. Pour la première fois de ma vie, l'école est devenue gérable. Pas facile. Je devais encore travailler dur, mais gérable. J'obtenais des 12 et des 13 au lieu de 8 et 4. J'ai rejoint l'équipe de cross-country parce que courir me vidait la tête. Je me suis fait des amis qui ne savaient rien de mon passé, sauf que j'étais le garçon en famille d'accueil chez Martine. J'ai obtenu mon bac avec une moyenne de 14/20. J'ai été accepté à l'université Grenoble-Alpes. Martine m'a aidé à remplir les dossiers de bourse, m'a conduit sur le campus pour l'orientation, a pleuré quand j'ai emménagé dans ma chambre d'étudiant. Elle était là à chaque étape importante où mes vrais parents auraient dû être, mais n'étaient pas. J'ai étudié le travail social. Je me suis dit que si quelqu'un comme Martine pouvait me sauver la vie, je pourrais peut-être faire de même pour d'autres enfants. J'ai obtenu ma licence, puis mon master. J'ai commencé à travailler pour l'aide sociale à l'enfance, faisant des enquêtes et du travail de plaidoyer. J'ai rencontré ma femme, Chloé, pendant mon master. Elle étudiait la psychologie et nous nous sommes liés d'amitié autour de notre intérêt commun à aider les enfants que le système avait laissé tomber. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Petite cérémonie, juste les amis proches et Martine. Pas de drame familial car je n'avais plus de famille au-delà de Martine. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis 17 ans. Je n'avais pas essayé de les contacter. Je n'avais pas répondu aux quelques tentatives qu'ils avaient faites. Une carte d'anniversaire pour mes 18 ans, que j'ai jetée. Une demande d'amis sur Facebook de ma mère que j'ai ignorée. Une carte de Noël il y a 5 ans qui est allée directement à la poubelle. En ce qui me concernait, ils avaient fait leur choix en s'éloignant de ce relais routier. J'ai fait le mien en construisant une vie sans eux. Puis, il y a 3 semaines, l'invitation au mariage est arrivée. Je l'ai fixée pendant des jours. Camille allait se marier. Une partie de moi voulait la jeter comme tout le reste de cette famille. Mais une autre partie de moi était curieuse. 17 ans, c'est long. Était-elle devenue comme eux? Se souvenait-elle même de ce qui s'était passé? S'en souciait-elle? L'invitation incluait un mot manuscrit sur un papier séparé. L'écriture de Camille, pas celle de mes parents. Antoine, je ne sais pas si tu ouvriras même cette lettre, mais je devais essayer. J'ai pensé à ce jour chaque jour depuis 17 ans. J'avais trop peur pour faire quoi que ce soit. Je le regrette plus que tu ne le sauras jamais. Si tu le veux bien, j'aimerais vraiment que tu sois à mon mariage. Sans pression, sans attente. Juste une invitation de ta sœur qui s'ennuie de toi. Camille. Chloé m'a trouvé assis à la table de la cuisine ce soir-là, fixant le mot. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a lu, puis m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut l'ignorer. Ils n'ont pas le droit de revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Mais Camille, ce n'était qu'une enfant aussi. 16 ans quand c'est arrivé. Qu'est-ce qu'elle était censée faire? C'est à toi de décider, a dit Chloé. Mais si tu y vas, je viens avec toi. Je ne te laisserai pas retourner seule dans cette situation. J'ai appelé Martine ce soir-là, je lui ai parlé de l'invitation. Elle a écouté en silence, puis a posé une question. De quoi as-tu besoin, gamin? Si tu y vas, qu'est-ce que tu espères obtenir? J'y ai réfléchi. Une conclusion, je suppose. Je veux voir Camille en tant qu'adulte. Voir si elle est devenue comme eux ou si elle est différente. Et si mes parents sont là, je veux qu'ils voient ce que je suis devenu malgré eux. Alors vas-y, a dit Martine, mais vas-y pour toi, pas pour eux. 2 semaines plus tard,
Chloé et moi avons pris l'avion pour Reims pour le mariage. J'avais répondu positivement, mais je n'avais pas contacté Camille directement. Je me suis dit que je verrais comment les choses se passeraient. Le dîner de répétition avait lieu dans un vignoble chic sur les coteaux. Nous sommes arrivés en retard exprès. Je ne voulais pas gérer la gêne d'avant-dîner. Nous sommes entrés dans une salle à manger privée avec peut-être 40 personnes. Les mariés, la famille proche, les amis. Camille m'a vu immédiatement. Elle se tenait près du bar avec son fiancé, un grand type au sourire facile. Son visage est devenu pâle puis a rougi. Elle s'est excusée et s'est dirigée droit vers moi. « Antoine » a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu es venu. » Je ne pensais pas. J'espérais, mais je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai reçu ton mot, ai-je dit. Elle avait l'air plus âgée, évidemment. 20 ans avaient passé, mais elle avait toujours les mêmes yeux, la même habitude nerveuse de mettre ses cheveux derrière son oreille quand elle était anxieuse. « On peut parler » a-t-elle demandé. Quelque part en privé. Nous nous sommes retrouvés sur la terrasse du vignoble, loin du bruit. Chloé m'a serré la main et est allée chercher des verres, nous laissant de l'espace. Je suis tellement désolé, a commencé Camille, les larmes déjà aux yeux. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je pense à ce jour tout le temps. J'étais terrifié. Ils m'ont dit que si je disais quoi que ce soit à la gendarmerie, ils me feraient vivre un enfer. J'avais 16 ans, j'étais stupide et effrayé, et j'ai fait le mauvais choix. Je les ai choisis eux plutôt que toi et je les regrettais chaque jour depuis. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste laissé parler. Je n'ai réalisé à quel point c'était tordu que lorsque je suis arrivé à l'université, a-t-elle continué. J'ai commencé à parler aux gens, à entendre parler de leur famille, et j'ai réalisé que la nôtre n'était pas normale. Ce qu'ils t'ont fait n'était pas normal. J'ai essayé d'en parler avec eux plusieurs fois, et ils m'ont complètement rabroué. Ils ont dit que tu avais fait tes choix, et qu'ils avaient fait les leurs. Où sont-ils maintenant, ai-je demandé. Ils ne viennent pas au mariage, a dit Camille en s'essuyant les yeux. Je ne les ai pas invités. Je ne leur ai pas parlé depuis 3 ans. Ils voulaient que j'épouse ce type du cabinet de papa, le fils d'un architecte qu'ils me poussaient à fréquenter. Quand je leur ai dit que je sortais avec Maxime à la place, ils ont pété les plombs. Ils ont dit que je gâchais mon avenir. Quand je me suis fiancé quand même, ils m'ont donné un ultimatum. Rompre avec lui ou ils me coupaient les vivres. Elle a ri amèrement. Je l'ai choisi. Et tu sais quoi? Ils m'ont vraiment coupé les vivres. Ils m'ont déshérité pour ne pas avoir suivi leur plan. C'est là que j'ai réalisé qu'ils ne nous aimaient pas. Ils aimaient le contrôle. Nous étions des accessoires dans leur performance de vie parfaite. Et à la seconde où nous avons cessé de jouer nos rôles, nous étions jetables. Ouais, ai-je dit doucement. J'ai compris ça il y a 17 ans. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir compris plus tôt, a dit Camille. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Je suis désolé de les avoir laissés me transformer en quelqu'un qui pouvait regarder son frère se faire abandonner et ne rien faire. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a parlé de sa thérapie, de la confrontation avec la culpabilité qu'elle avait portée, de la rupture des liens avec nos parents quand elle a réalisé qu'ils ne changeraient jamais. Je lui ai parlé de Martine, de l'université, du fait de devenir assistant social spécifiquement pour aider les enfants comme j'avais été. Tu es devenu quelqu'un d'incroyable, a-t-elle dit. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait, et je suis si fier d'être ta sœur, même si je ne le mérite pas, tu étais une enfant aussi, ai-je dit. Nous l'étions tous les deux. C'étaient les adultes. Ce sont eux qui ont échoué. Avant de rentrer, Camille a demandé, serais-tu d'accord pour faire un discours demain au mariage? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je veux que les gens connaissent ma vraie famille, pas la version que maman et papa ont vendue à tout le monde pendant des années. J'y ai pensé. À l'idée d'entrer dans une salle pleine de gens qui connaissaient probablement la version de l'histoire de mes parents, que je m'étais enfui, que j'avais eu des ennuis, que je ne voulais rien avoir à faire avec la famille. À l'idée de rétablir la vérité. Ouais, ai-je dit. Je peux le faire. Le mariage le lendemain était magnifique. Cérémonie en plein air dans les jardins du vignoble. Des guirlandes lumineuses partout. Camille avait l'air sincèrement heureuse d'une manière que je n'avais jamais vue quand nous étions enfants. Martine est arrivée ce matin-là, a rencontré Camille comme il se doit, a pleuré des larmes de joie.
Elle s'est assise à côté de moi pendant la cérémonie. Mes parents ne se sont jamais montrés. J'avais demandé à Camille s'ils savaient que je serais là, et elle a dit qu'elle leur avait dit. Apparemment, ma mère avait appelé et dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ma présence, mais savait que Camille ne changerait pas d'avis. Alors, ils ont choisi de ne pas venir plutôt que de me faire face. Pendant la réception, quand est venu le moment des discours, je me suis levé. La salle s'est tue. Je pouvais voir certains des vieux amis de mes parents dispersés dans la salle. Des gens qui m'avaient connu comme le jeune fils à problème qui s'était enfui à l'adolescence. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas, ai-je commencé. Je suis le frère de Camille, Antoine. Nous ne nous sommes pas vus depuis 17 ans parce que quand j'avais 14 ans, nos parents m'ont conduit à un relais routier dans le désert et m'y ont laissé. Ils m'ont dit que j'étais un fardeau et sont partis. J'ai dormi dans un fossé cette nuit-là. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai été sauvé par une femme nommée Martine. J'ai fait un geste vers l'endroit où elle était assise, des larmes coulant déjà sur son visage, qui m'a trouvé le lendemain matin et a refusé de me laisser derrière. Elle est devenue ma mère d'accueil, m'a aidé à finir mes études, m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Elle m'a montré à quoi ressemble le véritable amour, celui qui ne vient pas avec des conditions ou ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. J'ai regardé Camille, qui pleurait ouvertement maintenant, le bras de son fiancé autour d'elle. Je suis ici aujourd'hui parce que Camille a eu le courage de tendre la main après toutes ces années, parce qu'elle a fait le travail pour se libérer des mêmes schémas toxiques dans lesquels nous avons tous les deux grandi. Parce qu'elle a choisi l'amour plutôt que le contrôle, l'authenticité plutôt que les apparences. Et c'est ce que la famille devrait être. Se choisir les uns les autres, être présent, faire le travail difficile. J'ai parlé de construire la famille dont on a besoin quand celle dans laquelle on est né nous fait défaut. De Martine, de Chloé, des gens qui avaient prouvé par leurs actions que je comptais. Je n'ai pas mentionné mes parents par leur nom à nouveau, mais j'ai raconté assez de l'histoire pour que quiconque prêtait attention puisse combler les vides. Quand j'ai fini, les applaudissements ont été tonitruants. Les gens se sont levés. Plusieurs invités plus âgés qui avaient clairement connu mes parents avaient l'air choqués, chuchotant entre eux. Martine sanglotait. Camille a traversé la pièce et m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Merci, a-t-elle murmuré. Merci d'être ici. Merci d'être assez fort pour dire la vérité. Une femme plus âgée s'est approchée de moi par la suite. Une des amies de longue date de ma mère de son cabinet d'avocat. Robert et Hélène ne sont pas là, a-t-elle dit prudemment. Il s'est passé quelque chose? Ils ne se sentaient pas bien, ai-je dit de manière neutre. Elle a étudié mon visage. Vous êtes Antoine, le plus jeune. Ils ont dit que vous vous étiez enfui il y a des années. Que vous aviez trempé dans la drogue. Que vous ne vouliez rien avoir à faire avec la famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai compris ça de votre discours, a-t-elle dit doucement. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente que Camille ait eu quelqu'un qui l'aimait de la bonne manière. Plusieurs autres invités se sont approchés tout au long de la soirée. Certains avaient entendu des rumeurs au fil des ans, des incohérences dans les histoires de mes parents. D'autres étaient simplement émus par le discours et voulaient exprimer leur soutien. Chaque conversation ressemblait à une autre brique retirée du mur de mensonges que mes parents avaient construit. La mère de Maxime, Sylvie, m'a pris à part avant le dessert. Camille m'a raconté ce que vos parents ont vraiment fait, a-t-elle dit doucement. Je veux juste que vous sachiez que vous faites partie de la famille maintenant. La famille de Maxime, ce qui fait de vous ma famille. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. La gentillesse de ces étrangers, des gens qui n'avaient aucune obligation envers moi, était bouleversante. J'avais passé si longtemps à croire que quelque chose n'allait pas fondamentalement chez moi, que j'étais indigne d'être aimé. Mais il y avait là des dizaines de personnes émues par mon histoire, offrant leur soutien sans condition. Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, Chloé m'a aidé à tout digérer. Tu ne leur as laissé aucune issue, a-t-elle dit. Ils auraient pu rester à l'écart tranquillement, mais au lieu de ça, ils sont probablement en train de déformer la situation à quiconque voudra bien les écouter. Laisse-les faire, ai-je dit. Les gens qui comptent connaissent la vérité maintenant. Camille le sait. Martine le sait. Tout le monde à ce dîner le sait. Leur réputation est entachée, qu'ils s'en rendent compte ou non. Penses-tu qu'ils essaieront de contacter Camille? Probablement. Ils essaieront de contrôler le récit, de se faire passer pour les victimes. Mais Camille est prête pour ça.
Elle est prête depuis des années. 3 jours plus tard, Camille m'a appelé. Ils sont furieux, a-t-elle dit. Maman n'arrête pas d'appeler en disant que tu les as fait chanter, que tu essaies de détruire la famille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que la seule personne qui a détruit cette famille, c'est elle. Puis j'ai bloqué leurs 2 numéros. Maxime et moi déménageons à Bordeaux le mois prochain pour son travail. Un nouveau départ loin d'eux. Bien. Antoine, viendras-tu nous voir une fois que nous serons installés? Ouais, ai-je dit. Ça me plairait. Nous nous parlons toutes les semaines maintenant. Elle a rencontré Martine plusieurs fois. Elle l'appelle tante Martine comme moi. Elle travaille sur sa propre culpabilité concernant ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé être assez courageuse pour partir avec moi ce jour-là, mais qu'elle avait eu trop peur. Je comprends cette peur. Partir est difficile. Survivre après être parti est plus difficile. Quant à mes parents, je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux directement, mais j'ai appris par Camille qu'ils racontent une histoire à leurs amis selon laquelle je suis mentalement instable, qu'ils ont dû faire le choix difficile de prendre leur distance pour leur propre bien-être. Certaines personnes les croient, d'autres non.